La plupart des peuples du monde n'en disposaient pas avant le début de la colonisation au 15e siècle. On a alors découvert que le facteur rhésus pouvait être positif ou négatif. La majorité des êtres humains sont de rhésus positifs. Pendant des années, le groupe sanguin O a été considéré comme une simple donnée médicale, un détail parmi d'autres dans les dossiers médicaux, une case à cocher lors d'une campagne de dons. Mais derrière cette étiquette anodine se cache un mystère qui jusqu'ici a résisté à toute explication. Partout dans le monde, les schémas de sa présence révèlent une histoire qui peine à trouver un écho. Certaines populations y sont attachées avec une intensité que la science a du mal à expliquer. De nouvelles recherches obligent désormais les experts à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir sur cette signature génétique rare. Le sang qui ne voulait pas disparaître. Dans le monde médical, le groupe sanguin est souvent présenté sous forme de tableaux simples A, B, AB ou O, avec quelques notes sur la compatibilité transfusionnelle. Parmi ces groupes, le groupe O se distingue pour une raison remarquable. Ces globules rouges ne portent aucun antigène A ou B. C'est cette absence qui lui vaut le titre de donneur universel. Lorsqu'on transfuse du sang de groupe O à une personne d'un autre groupe sanguin, son système immunitaire est beaucoup moins susceptible de le considérer comme un intrus. Elle s'insère discrètement dans l'organisme du receveur y délivrant de l'oxygène sans provoquer de réaction dangereuse. Depuis des décennies, les médecins s'appuient sur cette matrice biologique neutre dans les situations d'urgence lorsque chaque seconde compte et qu'il est impossible de trouver un groupe sanguin compatible. Dans ces moments critiques, le groupe O a sauvé d'innombrables vies. Pourtant, au-delà des urgences, cette apparente neutralité dissimule une réalité inhabituelle. À mesure que les scientifiques étendaient leurs recherches au-delà des hôpitaux, vers le domaine de la génétique des populations, ils ont commencé à observer une tendance aussi fascinante qu'énigmatique. Dans de vastes régions des Amériques, de la toundra gelée de l'Alaska aux profondeurs humides de la forêt amazonienne, le groupe sanguin O n'était pas seulement présent, il était dominant. Dans certaines communautés autochtones, le groupe sanguin O n'était pas seulement majoritaire, il était quasiment unique. Des études menées auprès de certaines tribus amazoniennes ont révélé que près de 100% de leurs membres étaient porteurs du groupe O. Dans les villages andins reculés et les hameaux arctiques, la situation était sensiblement la même. De génération en génération, ce trait était présent de façon quasi uniforme. De prime abord, la communauté scientifique disposait d'une explication simple à ce phénomène. L'isolement, affirment-ils, peut engendrer une dérive génétique, c'est-à-dire une fluctuation aléatoire des caractères génétiques au fil du temps. Dans les petites populations isolées, certains allèles peuvent devenir plus fréquents par simple hasard, tandis que d'autres disparaissent. Un concept apparenté. L'effet fondateur suggère que si un petit groupe d'individus présentant des caractéristiques génétiques similaires fonde une nouvelle population, ces caractéristiques se maintiendront chez leurs descendants. Ces idées semblent parfaitement concorder avec l'explication de la dominance du groupe sanguin O dans les communautés isolées. En effet, si les premiers habitants de ces régions étaient porteurs du groupe sanguin O et s'ils sont restés coupés du monde extérieur, il est aisé d'imaginer comment ce trait a pu persister pendant des siècles. Mais à mesure que les données génétiques affluaient des Amériques, la théorie du hasard a commencé à s'essouffler. Le schéma était tout simplement trop constant. Ce n'était pas seulement un ou deux groupes isolés qui présentaient des fréquences élevées du groupe sanguin O, mais la quasi-totalité d'entre eux. Et cette uniformité dépassait largement ce que l'on pouvait attendre d'une simple dérive aléatoire. Même au sein des populations ayant eu des contacts avec des individus extérieurs, la prédominance du groupe sanguin O se maintenait. Dans certains cas, les autres groupes sanguins étaient non seulement rares, mais totalement absents. Ce niveau de pureté a soulevé des questions complexes.
Si l'on supposait que la dérive génétique était le seul facteur, on pourrait au moins s'attendre à trouver ici et là quelques poches de variation des traces d'autres groupes sanguins. Or, les données indiquent qu'un filtre intentionnel a été appliqué comme si un processus très ancien avait préservé le groupe O, tandis que les groupes A et B avaient été entièrement effacés du patrimoine génétique de régions entières. Pendant des années, on a soigneusement passé sous silence cette implication. Il était plus confortable de s'en tenir aux anciennes explications plutôt que de suggérer qu'il puisse exister une raison plus profonde et plus inquiétante à ce phénomène. Mais avec le temps, cet évitement est devenu impossible. Alors que les archéologues commençaient à exhumer des vestiges datant de la plus haute antiquité et que les généticiens concevaient des outils capables d'extraire des séquences d'ADN d'ossements vieux de plusieurs milliers d'années, l'histoire de la domination quasi-totale du groupe sanguin O n'a fait qu'épaissir le mystère. L'ampleur et l'uniformité phénoménale du phénomène laissaient penser qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident de l'histoire, mais plutôt d'un signal suggérant des origines bien plus anciennes et bien plus étranges. C'est alors que les chercheurs ont commencé à remonter plus loin dans le temps, en s'intéressant non seulement aux populations actuelles, mais aussi aux migrations de l'humanité elle-même. Plus ils retraçaient l'histoire du groupe sanguin O, plus le récit familier de l'arrivée des premiers humains en Amérique se fragilisait sous le poids de nouvelles preuves. Mais plus les scientifiques étudiaient l'origine du groupe sanguin O, plus le récit des anciennes migrations devenait problématique. Des failles dans la théorie du pont de glace. Pendant des décennies, les manuels d'anthropologie ont présenté une histoire unique et simpliste de l'arrivée des premiers humains en Amérique. Il y a environ 15,0 à 20,0 ans, lors de la dernière période glaciaire, le niveau de la mer était bien plus bas qu'aujourd'hui. Le détroit de Bering, aujourd'hui une étroite bande d'eau glaciale entre la Sibérie et l'Alaska, était jadis un large pont terrestre appelé Berenji. Selon la théorie traditionnelle, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs traversèrent cette étendue gelée, suivant les troupeaux de gibier, vers un monde nouveau et inhabité. Coupés de leur terre natale asiatique par la montée des eaux et la fonte des glaces, ces pionniers devinrent les ancêtres de tous les peuples autochtones d'Amérique du Nord et du Sud. Le tableau génétique semble assez simple. Si cette migration n'a concerné qu'un petit nombre de personnes, peut-être quelques centaines seulement, elles n'auraient emporté qu'une partie de la diversité génétique présente dans leur population sibérienne d'origine. Au fil des millénaires, l'isolement aurait amplifié ces caractéristiques originelles, expliquant ainsi la prédominance de certains marqueurs génétiques chez les peuples autochtones. Selon cette logique, la prédominance écrasante du groupe sanguin O en Amérique s'expliquerait si les premiers migrants étaient porteurs majoritairement ou exclusivement d'allèles de type O. C'était une théorie simple et cohérente, compatible avec les outils et les preuves disponibles à l'époque. Mais la révolution de la recherche sur l'ADN ancien allait tout changer. À mesure que les scientifiques apprenaient à extraire et à analyser le matériel génétique de restes squelettiques vieux de plusieurs milliers d'années, ils ont commencé à étudier de près les allèles des groupes sanguins des anciens Sibériens. Ces mêmes personnes qui, selon la théorie, avaient traversé le pont terrestre pour gagner les Amériques. Les résultats ont contredit le récit traditionnel. Loin d'être génétiquement uniformes, ces anciens Sibériens présentaient une grande variété de groupes sanguins. Les groupes A, B et O étaient tous présents en nombre significatif. Il ne s'agissait pas d'une petite population génétiquement limitée dominée par le groupe O, mais d'un mélange riche et diversifié, à l'image de ce que l'on observe aujourd'hui en Europe, en Asie et en Afrique. La conclusion était sans appel. Si les premiers Américains descendaient de cette population, ils auraient apporté la même diversité de groupes sanguins en traversant le pont terrestre. C'est là que le problème a commencé à se poser. Si plusieurs groupes sanguins ont traversé les continents américains,
Pourquoi ne sont-ils plus présents chez les populations autochtones actuelles? Qu'est devenu l'allèle A et B? Leur disparition quasi totale ne correspond pas à ce que l'on attendrait d'une simple dérive génétique. La dérive peut certes réduire la diversité au fil du temps, mais elle élimine rarement complètement les allèles majeurs, surtout pas à l'échelle d'un continent entier. Les données génétiques semblent plutôt indiquer un phénomène bien plus radical, souvent qualifié de goulot d'étranglement, un effondrement de la diversité des groupes sanguins après l'arrivée des humains en Amérique. Les allèles A et B n'ont pas simplement diminué. Ils ont disparu dans de nombreuses régions, ne laissant que le type O comme seul survivant. Il ne s'agissait pas d'une dérive génétique lente et aléatoire. Au contraire, ce fut soudain décisif et quasiment synchrone. Un tel schéma soulevait des questions troublantes. Le groupe sanguin. AB a-t-il simplement disparu suite à une catastrophe ayant frappé les premières populations? Un pathogène a-t-il ciblé sélectivement ces groupes sanguins, conférant un avantage sélectif au groupe O, ou bien une autre force sélective encore inconnue agissait-elle sur la population, modifiant le paysage génétique en quelques générations seulement? Quelles qu'en soient les raisons, cette explication simple et claire de la migration ne tenait plus. La disparition des groupes sanguins A et B en Amérique n'était pas le genre de changement génétique qu'on pouvait facilement expliquer par la géographie, le climat ou le hasard. C'était la marque d'un événement, un filtre puissant, à travers lequel un seul groupe sanguin est resté intact. Les preuves commençaient à suggérer que le voyage vers les Amériques n'était pas qu'une simple migration, mais le début d'une lutte pour la survie dont les cicatrices sont encore visibles dans notre ADN aujourd'hui. Et ce que les scientifiques ont découvert dans les vestiges anciens suggère que cette disparition n'était pas lente, mais délibérée. Les lignées qui disparaissent. En 2025, le mystère de la prédominance du groupe sanguin O a pris une tournure inattendue et inquiétante. Une coalition de généticiens du Canada, du Brésil et de la Corée du Sud a lancé un projet ambitieux visant à retracer l'histoire des allèles des groupes sanguins sur le continent américain grâce à l'ADN ancien. Leur approche d'une ampleur inédite consistait à séquencer le matériel génétique de restes squelettiques datant de plusieurs milliers d'années, exhumés de l'Alaska à la Patagonie. L'objectif était simple, retracer la présence des allèles de type AB et O à travers le temps et l'espace pour comprendre l'origine des schémas actuels. Les résultats furent tout sauf simples. Des restes humains anciens découverts en Alaska à proximité temporelle et géographique du premier passage depuis la Sibérie ont révélé une histoire inattendue. Ces anciens Alaskiens étaient porteurs non seulement du groupe sanguin O, mais aussi de faibles traces du groupe A. Cette découverte constituait à elle seule une avancée majeure. Cela a prouvé que les premiers peuples arrivés en Amérique étaient bien porteurs de plusieurs groupes sanguins. L'ancienne théorie selon laquelle seul le groupe O avait traversé le pont terrestre n'était plus valable. Mais à mesure que les chercheurs examinaient des restes provenant de sites plus au sud, les traces du groupe A commençaient à disparaître. Dans les restes squelettiques des plaines centrales d'Amérique du Nord, le type A était absent. Dans les échantillons mésoaméricains, il avait complètement disparu. Lorsqu'ils ont étudié les restes des premiers peuples andins d'Amérique du Sud, on n'a trouvé aucune trace des types A ou B. Sur des milliers de kilomètres, le constat était le même, seul le groupe O a subsisté. Cette disparition soudaine a défié les lois lentes et irrégulières de la dérive génétique. Cela ressemblait moins à un déclin progressif qu'à une purge. Quelque chose ou quelqu'un avait éliminé A et B du patrimoine génétique avec une efficacité impitoyable. Les chercheurs commencèrent à émettre des hypothèses. Une épidémie catastrophique aurait-elle pu ravager les Amériques, exploitant les vulnérabilités des groupes sanguins A et B?
On sait que certains agents pathogènes se lient aux antigènes des groupes sanguins, les utilisant comme porte d'entrée dans les cellules de l'organisme. Si un tel agent pathogène ciblait les antigènes A ou B, les personnes du groupe O auraient bénéficié d'un avantage en termes de survie. D'autres théories étaient tout aussi sombres. Il est possible qu'un virus ou une souche bactérienne jusqu'alors inconnue, aujourd'hui disparue, ait décimé des populations anciennes, n'épargnant que celles possédant le patrimoine génétique nécessaire pour y résister. D'autres ont suggéré que des facteurs environnementaux auraient pu jouer un rôle des changements climatiques extrêmes ou des carences nutritionnelles interagissant avec le système immunitaire de manière encore mal comprise. Pourtant, tous ces scénarios convergent vers la même conclusion. Un mécanisme hautement sélectif était à l'œuvre. L'indice le plus révélateur ne provenait pas du corps de l'étude, mais d'une simple phrase facilement négligée dans son résumé. Les données suggèrent un événement de sélection directionnelle potentiellement d'origine immunologique, favorisant les allèles O par rapport à tous les autres. En clair, cela signifiait que les changements dans la répartition des groupes sanguins n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient une forte impulsion des forces évolutives en faveur du groupe O. Et ces forces étaient presque certainement liées à l'immunité et à la survie. C'était une constatation troublante. Cela suggérait que la quasi-prédominance du groupe sanguin O chez tant de populations autochtones n'était pas simplement le fruit de la géographie ou du hasard. Elle portait la marque d'une lutte pour la survie qui avait ravagé les Amériques à la préhistoire. Une lutte si féroce qu'elle n'a laissé subsister qu'un seul groupe sanguin sur de vastes étendues du continent. Si cela était vrai, alors le groupe sanguin O était bien plus qu'une simple commodité médicale. Il était l'héritage génétique de ceux qui avaient survécu là où d'autres avaient péri. Le plan même de la survie. Si le type O a survécu alors que les autres ont disparu, quel avantage caché recelait-il dans son code même? La fracture immunitaire. Lorsque les scientifiques ont commencé à étudier les raisons de la prédominance du groupe sanguin O dans certaines populations, les réponses ont révélé bien plus qu'une simple coïncidence génétique. Des tendances se sont dégagées des données de santé mondiale. Des tendances révélatrices d'une résilience discrète pourtant évidente ont été observées. Partout sur les continents et dans différents environnements, les personnes de groupe sanguin O présentaient systématiquement des taux plus faibles de formes graves de certaines des maladies les plus dangereuses de l'histoire. Le choléra, le paludisme, la dengue et même certaines souches d'infections respiratoires sévères semblaient avoir un impact légèrement moindre sur les porteurs du groupe O. Cela ne signifiait pas pour autant que les personnes du groupe sanguin O étaient immunisées. Elles pouvaient contracter ces maladies, parfois même en être décédées. Mais lorsqu'on comparait les chances de survie sur de vastes populations, le groupe O semblait présenter un avantage. C'était un avantage subtil, insuffisant pour protéger tout le monde, certes, mais suffisant pour qu'au fil des générations, davantage de porteurs du groupe sanguin O survivent aux épidémies. Plus les chercheurs comparaient les taux de survie actuels au schéma épidémiologique historique, plus il devenait évident que ce léger avantage avait pu être crucial dans un passé lointain avant l'avènement de la médecine. Les preuves les plus frappantes proviennent des hauts plateaux des Andes sud-américaines. Là, dans des conditions de vie parmi les plus rudes de la planète, des communautés ont non seulement survécu pendant des siècles, mais ont prospéré. L'air y est raréfié. Le rayonnement ultraviolet du soleil est intense et l'exposition aux maladies infectieuses est constante depuis des générations. Pourtant, nombre de ces communautés affichent un taux de survie à long terme surprenant. L'analyse de leur sang par des généticiens a révélé un phénomène remarquable, une prévalence inhabituellement élevée d'une variante génétique appelée
IL-Dix sept variant 52C. Cette légère modification du schéma du système immunitaire influence la façon dont l'organisme réagit aux infections. Dans de nombreuses maladies graves, le décès n'est pas dû à l'agent pathogène lui-même, mais à une réaction excessive du système immunitaire, une tempête de cytokines, qui provoque des lésions tissulaires généralisées. La variante IL-Dix sept 52C semble agir comme un thermostat biologique maintenant les réponses immunitaires suffisamment fortes pour combattre l'infection, mais suffisamment contrôlées pour éviter l'autodestruction. Ce qui rendait cette découverte encore plus significative, c'était sa forte association avec le groupe sanguin O. Dans ces populations andines, le groupe O et la variante IL-Dix sept 52C étaient présents ensemble bien plus fréquemment que ne le laissait présager le hasard. Depuis des millénaires, ces données inquiétantes laissaient supposer qu'un mécanisme de sélection naturelle contrôlait continuellement les populations et éliminait celles dont le système immunitaire n'avait pas atteint l'équilibre nécessaire. Grâce à leur groupe sanguin O et à la variante IL-Dix sept 52C, ils avaient plus de chances de survivre et de transmettre ainsi leurs gènes à la génération suivante. Par pur hasard, la probabilité que cela se produise est infime. Ce processus est le fruit d'une longue histoire de pression sélective et de nombreuses luttes pour la survie s'étalant sur des millénaires et pouvant être menées contre des pathogènes dont l'existence est aujourd'hui inconnue. Quelle qu'en soit la nature, ce phénomène a mis la biologie humaine face à un dilemme permettant aux individus du groupe sanguin O, porteurs de cette variante immunitaire, de résister discrètement à son emprise. Ces résultats n'ont pas été largement publiés. Ces études sont restées confinées à des revues spécialisées accessibles principalement aux experts. Contrairement à ce qui a déjà été dit, aucun titre de la presse du soir ne mentionnait qu'un certain groupe sanguin puisse être lié à d'anciennes épreuves de survie. Les preuves s'accumulaient donc pour ceux qui y prêtaient attention. Le groupe O n'était pas seulement un donneur universel. Il pourrait s'agir du témoignage vivant d'une époque où seuls les systèmes immunitaires les plus adaptables ont survécu. Alors que les scientifiques se sont mis à la recherche d'indices supplémentaires, une découverte s'est démarquée. Provenant du sol gelé de Sibérie, conservé pendant plus de 12 ans, cet élément portait en lui une mutation inédite. Et puis congelé au fin fond de la Sibérie, un crâne ancien a révélé une mutation inédite. Le marqueur du lac Bol. Dans les étendues gelées et reculées près du lac Bol en Sibérie des archéologues, on fait une découverte qui épaissit le mystère entourant le groupe sanguin O. Sous des couches de glace et de terre préservées par le pergélisol depuis plus de 12 ans, reposait le crâne d'un être humain préhistorique. Les conditions climatiques avaient permis de conserver les restes dans un état remarquable, et les généticiens savaient qu'il s'agissait d'une occasion unique, d'une découverte susceptible d'offrir un aperçu direct de l'avenir et des lignées ancestrales de l'humanité. Le séquençage de l'ADN a révélé un phénomène extraordinaire. L'individu était porteur d'un marqueur génétique rare dans le groupe de gènes du groupe sanguin ABO. Il ne s'agissait pas d'une mutation classique, mais d'une délétion, c'est-à-dire l'absence totale d'une portion du code génétique. Les scientifiques l'ont nommé variante O-delta-1. Les mutations par délétion de ce type sont beaucoup moins fréquentes que les changements d'une seule lettre dans l'ADN, et elles indiquent généralement qu'une pression évolutive extrême a contraint l'organisme à s'adapter de manière radicale. Ce qui rendait cette découverte encore plus fascinante, c'était son exclusivité. La variante O-delta-1 était absente de l'ADN européen. On ne la retrouvait pas dans les populations africaines ou est-asiatiques. Même en Sibérie, elle était absente de la plupart des échantillons anciens. Cette signature génétique n'apparaissait que chez certains groupes autochtones d'Amérique du Nord
établissant un lien clair entre l'individu sibérien ancien et ses descendants qui allaient plus tard peupler les Amériques. Pour les généticiens, c'était comme découvrir une empreinte digitale unique, gravée à travers les millénaires. La délétion semblait avoir une fonction précise, susceptible d'avoir influencé la manière dont le système immunitaire reconnaissait les menaces. Cela suggérait qu'à un moment donné de la préhistoire, cette lignée avait dû faire face à une épreuve intense, peut-être même vitale, qui avait remodelé son code génétique. La conclusion était stupéfiante. Il ne s'agissait pas d'une simple variation aléatoire. C'était le vestige d'une bataille biologique. Quelque chose qu'il s'agisse d'une toxine environnementale, d'une maladie oubliée ou d'une catastrophe ayant déclenché une réaction immunitaire a profondément marqué la biologie de cette population, altérant sa structure génétique d'une manière encore détectable aujourd'hui. Et il ne s'agissait pas d'une adaptation humaine générale. C'était spécifique propre à une lignée ayant survécu, tandis que d'autres ont disparu. Plus intriguant encore était le lien étroit entre la variante O-delta 1 et le groupe sanguin O. Chez les populations autochtones modernes, où cette variante est apparue, le groupe O était largement dominant, parfois même exclusif. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui avait traversé le détroit de Bering. Il s'agissait de savoir qui avait survécu assez longtemps pour transmettre ses gènes. Pour les anthropologues, cette découverte ajoutait une dimension d'urgence au mystère. Si l'on pouvait retrouver le même marqueur génétique d'un individu ayant vécu en Sibérie durant l'ère glaciaire, jusqu'à des communautés actuelles situées à des milliers de kilomètres de là, cela signifiait que nous étions face à une chaîne de survie ininterrompue. Malgré les bouleversements climatiques, les migrations et les catastrophes, ce trait a perduré. Pourtant, aussi significatif fut-il, il ne constituait qu'une pièce du puzzle. Il révélait les fortes pressions exercées sur les premières populations humaines et le caractère durable des modifications génétiques qu'elles avaient engendrées. Mais cela ne nous disait pas précisément quelle était la menace, ni pourquoi le groupe sanguin O en particulier semblait porter autant de ces signatures de survie. La réponse viendrait d'une découverte totalement différente, non pas dans la toundra gelée, mais dans un échantillon d'ADN moderne soumis en 2025. Ce cas révélerait quelque chose d'inattendu, un possible mécanisme de défense intégré enfoui au plus profond du génome humain. Mais en 2025, l'analyse d'un échantillon d'ADN a révélé quelque chose d'encore plus étrange, un possible mécanisme de défense caché. La révélation. Crawford. Début. 2025. Une inscription discrète dans une base de données génétiques a déclenché une série d'événements imprévisibles. Tout a commencé avec Thomas Crawford, un habitant de la nation Pieds-Noirs du Montana, qui a accepté de participer à un vaste projet de cartographie ancestrale. Comme beaucoup de volontaires, il s'attendait à ce que les résultats confirment simplement son ascendance et dressent un tableau détaillé de sa lignée. Mais l'analyse de son échantillon d'ADN a révélé bien plus qu'une simple ascendance classique. Crawford était porteur de la variante O-delta, une mutation par délétion rare identifiée pour la première fois dans un crâne vieux de 12,0 ans, découvert près de Lake Bull. Ce seul fait rendait son échantillon remarquable le reliant à l'une des signatures génétiques les plus anciennes et les plus exclusives connues sur le continent américain. Mais c'est ce qui est apparu en même temps qu'O-delta qui a totalement pris les chercheurs au dépourvu. Dans la séquence d'ADN entourant la région HLA antigène leucocytaire humain, un élément crucial du contrôle des réponses immunitaires, ils ont découvert un fragment de code génétique inhabituel. Pendant des décennies, ce segment a été considéré comme de l'ADN poubelle, un terme désignant des séquences sans fonction connue. Mais lorsque des simulations avancées de modélisation immunitaire ont été appliquées, le fragment s'est comporté de manière inattendue. Dans des conditions normales, il restait dormant silencieux dans le génome.
Mais lorsque le modèle a simulé un stress biologique extrême, des scénarios d'infection multi-organique associés à une privation d'oxygène, la séquence s'est déclenchée non pas partiellement ni faiblement, mais comme une lumière jaillissant dans l'obscurité. Une fois activée, elle a semblé réguler une cascade de défense immunitaire, stabilisant l'inflammation et protégeant les organes vitaux de la défaillance. En substance, elle a agi comme un mécanisme de survie d'urgence, ne s'activant que dans les situations les plus critiques. Les chercheurs n'avaient jamais rien vu de tel. C'était comme si un système de sauvegarde ancestrale avait été inscrit dans le code génétique, une défense cachée qui aurait pu faire la différence entre la vie et la mort lors d'épidémies catastrophiques. Pourtant, cette mystérieuse séquence n'apparaissait pas dans tous les génomes humains. On la retrouvait de manière disproportionnée chez les porteurs du groupe sanguin O dans certaines populations autochtones, souvent associées à la variante O-delta-ON. Alors que l'équipe débattait des implications de cette découverte, un élément encore plus surprenant est apparu. Selon un lanceur d'alerte au sein de l'archive du génome humain, un immense dépôt international de données génétiques, cette séquence avait déjà été identifiée. La source affirmait qu'elle avait été signalée pour la première fois en 1998 lors des premières phases du projet Génome humain. À l'époque, sa fonction était inconnue, mais sa structure inhabituelle avait attiré l'attention. Puis, inexplicablement, l'information a disparu des bases de données publiques. Le lanceur d'alerte a affirmé qu'elle avait été délibérément dissimulée, jamais mentionnée dans les publications scientifiques et exclue des principales bases de données génétiques. Pourquoi personne en dehors du cercle restreint ne semblait le savoir? Peut-être la découverte était-elle jugée trop spéculative à l'époque. Ou peut-être les implications de l'idée que certaines lignées humaines portaient un mécanisme de survie unique potentiellement conçu artificiellement étaient-elles considérées comme trop controversées pour être divulguées? Quelle qu'en soit la raison, il avait fallu près de 30 ans pour que le fragment refasse surface, cette fois-ci directement lié au mystère du groupe sanguin O. Pour les scientifiques travaillant sur le cas de Crawford, la découverte était à la fois exaltante et frustrante. Ils disposaient d'un lien tangible entre le groupe sanguin O des événements de survie anciens et un système de défense génétique caché, mais ils ne comprenaient toujours pas comment il était apparu, ni pourquoi il n'était présent que dans certaines populations. Une chose était toutefois certaine, l'histoire du groupe sanguin O ne se limitait plus aux Amériques. De nouvelles comparaisons génétiques laissaient entrevoir des liens de part et d'autre de l'océan Pacifique, reliant des gènes de survie entre des peuples séparés par des milliers de kilomètres d'océan. Et lorsque les scientifiques ont retracé la présence du virus de type O au-delà des Amériques, la piste a mené à travers le Pacifique à une connexion étonnante. Le passage polynésien. La dernière pièce du puzzle provenait de l'un des endroits habités les plus isolés de la planète Rapa Nui, plus connu sous le nom d'île de Pâques. Située à des milliers de kilomètres du continent le plus proche, son isolement fascine depuis longtemps les historiens et les archéologues. En 2025, des fouilles sur l'île ont mis au jour des restes squelettiques datant d'environ 900 ans. Ces ossements conservés dans le sol volcanique de l'île ont été envoyés à des laboratoires de génétique pour une analyse approfondie. Les résultats ont surpris les chercheurs. Non seulement les restes présentaient une prédominance écrasante du groupe sanguin O, mais ils portaient également la variante 52C du gène IL-17, la même variante immunomodulatrice retrouvée chez les populations des hauts plateaux andins à des milliers de kilomètres de là en Amérique du Sud. Il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. La probabilité que cette même variante immunitaire rare apparaisse dans les deux régions par pure coïncidence était infime. L'explication la plus probable était un échange génétique direct suggérant un contact entre les navigateurs polynésiens et les populations sud-américaines des siècles avant l'arrivée des Européens.
Pendant des années, l'idée d'un contact précolombien à travers le Pacifique a fait l'objet de débats dans les milieux universitaires. Les preuves se limitaient principalement à des similitudes dans les cultures, les artefacts et les récits oraux. Désormais, c'était l'ADN lui-même qui parlait. Il ne s'agissait plus seulement d'un échange culturel, mais d'un échange biologique inscrit dans le sang. Si les navigateurs polynésiens avaient effectivement atteint l'Amérique du Sud, ils auraient pu transporter non seulement des biens et des idées, mais aussi les outils génétiques nécessaires à leur survie face aux maladies mortelles. Parallèlement, une autre piste de recherche se développait dans les Hautes-Andes. Des archéologues étudiant les dents d'anciens Andins ont découvert des traces infimes d'anticorps emprisonnés dans l'émail dentaire. Des enregistrements microscopiques des batailles immunitaires menées au cours de leur vie. Certains de ces anticorps étaient adaptés à des pathogènes que la science moderne n'a jamais rencontrés. Ils appartiennent probablement à des maladies aujourd'hui disparues, effacées depuis longtemps de l'histoire de l'humanité. Ce qui rendait cette découverte encore plus troublante, c'était l'identité des porteurs de ces marqueurs immunitaires. Presque tous les cas concernaient des individus du groupe sanguin O. Les autres groupes sanguins étaient quasiment absents des vestiges archéologiques dans ce contexte, non pas par négligence, mais parce que ceux qui les portaient n'ont peut-être pas survécu aux épidémies qui ont décimé les populations anciennes. Ce constat dressait un tableau sombre mais révélateur. En période d'épidémie grave ou de stress environnemental, le groupe sanguin O n'était pas seulement le plus répandu. Il était peut-être le seul capable de survivre, que ce soit par immunité naturelle, résilience génétique ou simple capacité d'adaptation, elle a survécu à maintes reprises à ses congénères. Et à chaque fois, elle s'est enracinée davantage dans le patrimoine génétique des survivants, renforçant son emprise sur l'avenir de ces populations. Le lien polynésien a ajouté une nouvelle dimension à cette histoire de survie. Cela suggérait que la propagation du groupe sanguin O et des avantages immunitaires qui y étaient associés ne se limitait pas aux migrations terrestres à travers les glaces. Elle pouvait également se propager à travers les vastes océans transportés intentionnellement par l'homme. Ces voyages, qu'ils aient été des actes d'exploration de commerce ou d'alliance, ont aussi, avec le recul, constitué des liens vitaux transmettant les outils génétiques qui avaient jadis sauvé des populations entières de l'extinction. Au final, ce qui n'était au départ qu'une simple question sur les groupes sanguins s'est transformé en un récit captivant de contacts de catastrophes et de résilience. On retrouve les traces génétiques du groupe sanguin O des jungles amazoniennes au sol volcanique de l'île de Pâques, des hauts plateaux andins au pergélisol sibérien. Chaque découverte a renforcé l'idée que ce groupe sanguin est bien plus qu'une simple classification clinique. C'est le fruit d'innombrables épreuves de survie inscrites dans le sang de ceux qui le portent. Ensemble, ces indices révèlent une histoire cachée d'effondrement, de survie et d'un code indéchiffrable qui coule dans nos veines. Le sang de groupe O est peut-être bien plus qu'un simple donneur universel. Il pourrait s'agir de l'ultime signature de la survie de l'humanité. Si la science est exacte, elle porte en elle la mémoire d'une quasi-extinction, un murmure génétique d'une époque où seuls les plus forts ont survécu. La question est maintenant, si votre sang recèle un tel secret, qu'en ferez-vous? Aimez, partagez et abonnez-vous pour explorer plus en profondeur la science et l'histoire qu'on ne vous enseigne pas. Et regardez la vidéo suivante à l'écran pour découvrir d'autres vérités cachées sur notre passé.